Chapitre 12, qui est également du coup le dernier chapitre. Ils arrivèrent à Rivy le 6e jour, après la nouvelle lune d'avril. Ils quittaient les forêts pour le flanc d'un coteau, quand sous leurs yeux apparut soudain la surface brillante du lac Loch Escoloth. Il occupait tout le fond de la vallée, formant une rune dont il tirait son nom. Couverts de mélèzes et de sapins, les flancs de Crag Ross, les montagnes dominantes du massif de Mahakam, se reflétaient à la surface des eaux. De même que les tuiles rouges des tours du château ventru de Rivy, la résidence d'hiver des rois de Léry, installée sur le promontoire du lac. Et près de la baie, à l'extrémité sud de Loch Escaloth, reposait la cité de Rivy, avec ses clairs faubourgs de chaume et ses maisons qui, de loin, telles des armirailles, formaient de petites taches sombres sur les bords du lac. « Eh bien, on dirait que nous sommes arrivés », constata Jasquier en mettant sa main en visière devant ses yeux. « Nous venons de boucler la boucle, nous voilà à Rivy. C'est étrange, vraiment étrange, la façon dont se tissent les destins. Je ne vois le drapeau bleu et blanc sur aucune des tours. C'est donc que la reine Mève ne se trouve pas au château. Je ne pense pas du reste qu'elle se rappelle encore de ta désertion. » « Crois-moi, Jasquier, l'interrompit Geralt en guidant son cheval vers le bas de la colline, cela m'est parfaitement égal de savoir qui se rappelle quoi. Près des barrages, situés non loin de la ville, était installée une tente colorée qui faisait penser à un gros gâteau. Devant l'entrée, un écu blanc marqué d'un chevron rouge était suspendu à un bâton. Sous un pan relevé de la tente se tenait un chevalier, en armes et jaquette blanche, orné des mêmes armoiries que l'écu. D'un regard perçant et plutôt agressif, le chevalier toisait les femmes chargées des fagots de bois qui passaient devant lui, les marchands de goudron avec leurs barilles de marchandises, les vachers, les colporteurs et les vieux mendiants. En voyant Geralt et Jasquier qui approchaient au pas, ses yeux s'illuminèrent d'espoir. D'une voix glaciale, Geralt brisa toutes ses illusions. « À la dame de votre cœur, qui qu'elle soit, est la plus jolie et la plus chaste de toutes les pucelles de la Yaruga, la Buna. Sur l'honneur, gronda le chevalier, vous avez vu juste. » Une jeune fille blonde, en veste de cuir abondamment garnie de clous argentés, vomissait au milieu de la route, pliée en deux. Elle prenait appui sur les étriers d'une jument à la robe couleur sarrasin. Deux de ses camarades, pareillement accoutrés, portant une épée à l'épaule et un bandeau sur le front, invectivaient vulgairement les passants en bafouillant quelque peu. Tous deux étaient passablement éméchés, ils tenaient à peine sur leurs jambes, heurtaient sans cesse le flanc des chevaux et la poutre de la barre d'attache installée devant l'auberge. « Sommes-nous vraiment obligés d'entrer là-dedans ?» demanda Jasquier. « Il peut y avoir d'autres individus tout aussi charmants à l'intérieur de cette gargote. »« C'est ici que j'ai fixé le rendez-vous. Tu as oublié l'auberge du coq de la couveuse dont parlait la tablette sur le chêne. » La jeune fille blonde se courba de nouveau et se mit à vomir par saccades. La jument renacla bruyamment et s'ébroua, faisant culbuter la jeune fille et la traînant dans son vomi. « Qu'est-ce que tu as à nous reluquer comme ça, imbécile ?» lançant un bafouillant l'un des garçons. « Espèce de vieillard grisonnant. »« Geralt, » murmura Jasquier en descendant de cheval, « je t'en prie, ne fais pas de bêtises. Sois sans crainte, je n'en ferai pas. » Salut Haricotrex, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, installe-toi, mets-toi tranquillement. Profite avec nous de la lecture du dernier chapitre. Ils attachèrent leurs chevaux à la barre d'attache de l'autre côté des marches. Les jeunes cessèrent de faire attention à eux pour couvrir d'insultes et de crachats une habitante qui traversait la rue avec son enfant. Jasquier jeta un coup d'œil au visage du sorceleur. Ce qu'il y vit ne lui plut pas. La première chose qui sautait aux yeux lorsqu'on pénétrait à l'intérieur de l'auberge était une affichette annonçant « J'embauche un cuisinier ». La seconde, un grand dessin réalisé sur un panneau de planchette assemblée qui représentait une monstruosité barbue tenant une hache dégoulinante de sang avec l'inscription suivante
Les nains sont des nabots pouilleux et des traîtres. Jasquier prit peur, non sans raison. Presque tous les clients de l'auberge, sans compter quelques ivrognes passablement éméchés et deux maigres prostituées aux yeux cernés, étaient des jouvenceaux, vêtus des mêmes vestes de cuir clouté et portant de la même façon des épées à l'épaule. Ils étaient 8 des deux sexes, mais ils faisaient autant de raffus que s'ils avaient été 20, criant et blasphémant plus fort les uns que les autres. Je vous reconnais, je sais qui vous êtes, messieurs, les surprit l'aubergiste à peine les eut-il vus. Et j'ai une information pour vous. Vous devez vous rendre au quartier de l'Hommeret, à la taverne chez Wirzing. Ah, se réjouit Jasquier, c'est bien. Si c'est bien pour vous, tant mieux, s'exclama l'aubergiste en essuyant une nouvelle fois sa chope avec son tablier. Vous êtes libre de dédaigner mon établissement. Mais je vais vous dire, moi, l'Hommeret, c'est le quartier des nains, c'est des non-humains qui habitent là-bas. Et qu'est-ce que ça fait ? Demanda Geralt en clignant des yeux. Bah, pour vous, sûr que ça fait rien du tout, rétorqua l'aubergiste en haussant les épaules. Celui qui a laissé l'information pour vous était bien un nain, puisque vous fréquentez des gens comme ça. Ça vous regarde la compagnie que vous préférez. Nous ne sommes pas particulièrement difficiles en matière de compagnie, déclara Jasquier, mais nous ne comptons pas vraiment le genre de celle-ci, ajouta-t-il en désignant d'un mouvement de tête les morveux en veste noire, un bandon sur le front et couvert d'acné, qui beuglaient et s'énervaient à leur table. L'aubergiste reposa la chope qu'il avait essuyée et les toisa d'un regard mauvais. « Il faut être plus indulgent, leur fit-il observer avec insistance. La jeunesse doit se défouler. C'est ce qu'on dit chez nous, la jeunesse doit se défouler. La guerre les a malmenés, elle a tué leur père. Et leurs mères se sont lâchées, acheva Geralt d'une voix aussi glaciale qu'un lac de montagne. Je comprends et je suis rempli d'indulgence, du moins m'efforçais-je de l'être. On y va, Jasquier. La balle perdue pour leur mère. Allez donc, avec mes respects, leur dit l'aubergiste sur un ton qui n'avait rien de respectueux. Mais ne venez donc point vous plaindre après que je ne vous ai pas prévenu. De nos jours, on peut facilement se prendre une correction dans le quartier des nains, à l'occasion. À l'occasion de quoi ? Qu'est-ce que je sais, moi ? Est-ce que ça me regarde ? Allons-y, Geralt, incita Jasquier en voyant du coin de l'œil que les jeunes malmenés pendant la guerre, du moins ceux qui étaient encore plus ou moins conscients, les observaient d'un regard brillant de fille-sèche. Au revoir, monsieur l'aubergiste. Qui sait, peut-être reviendrons-nous dans ton établissement dans quelque temps, lorsque ces inscriptions ne figureront plus à l'entrée. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ces inscriptions, mes nobles messieurs ? L'aubergiste fronça les sourcils et se planta devant eux, les mains sur les hanches. Hein ? Celle sur les nains, peut-être ? Non. Celle sur le cuisinier. Trois jeunes s'étaient levés de table, les jambes légèrement vacillantes, avec l'intention évidente de leur barrer le chemin. Une fille et deux garçons en veste noire, une épée à l'épaule. Geralt ne ralentit pas. Il avançait, le visage et le regard totalement froid et impassible. Les avortons s'écartèrent au dernier moment pour les laisser passer. Jasquier sentit l'odeur de la bière qui émanait d'eux. Ils empestaient aussi la sueur et respiraient la peur. « Il faut s'adapter, dit le sorceleur quand ils furent dehors. Il faut s'adapter. Parfois c'est difficile. Ce n'est pas un argument, Jasquier. Ce n'est pas un argument. L'air était chaud, lourd et poisseux, comme le gruau. À l'extérieur, devant l'auberge, les deux garçons en veste noire aidaient la jeune fille blonde à se laver dans l'abreuvoir. La jeune fille s'ébrouait, répétait en balbutiant qu'elle allait déjà mieux et annonçait qu'elle devrait boire un coup. Après, bien sûr, elle irait au marché, renverserait les étals pour rigoler, mais avant cela, il fallait qu'elle boive un coup. La jeune fille s'appelait Nadia Esposito. Ce nom est resté dans les annales, il est passé dans l'histoire, mais cela, Geralt et Jasquier ne pouvaient déjà le savoir, la jeune fille non plus. La vie battait son plein dans les ruelles de la cité de Rivy, et ce qui passionnait plus que tout les habitants et les nouveaux venus était, semble-t-il, le commerce. On aurait dit que tout le monde faisait du négoce, tentant d'échanger tout et n'importe quoi contre quelque chose de plus. La cacophonie régnait partout. Partout des cris s'élevaient pour vanter la marchandise, marchands des fermes, s'insulter réciproquement, s'accuser violemment d'escroquerie, de vol et de magouille, ainsi que d'autres péchés n'ayant rien à voir avec le commerce.
Avant que Geralt et Jasquier atteignent l'Ommeray, maintes propositions attrayantes leur furent soumises. Entre autres, leur fut proposé un astrolabe, une trompette en fer blanc, une ménagère décorée des armoiries de la famille des Frangipani, des actions dans une mine de cuivre, un pot de sangsue, un livre délabré intitulé Un miracle supposé ou la tête de la méduse, un couple de furets, un élixir destiné à accroître la puissance sexuelle ainsi que, dans le cadre des transactions liées, une fiancée, plus très jeune, plus très mince et plus très fraîche. Un nain à la barbe noire particulièrement effronté tentait de les convaincre d'acheter un miroir de pacotille dans un cadre en tombac, assurant qu'il s'agissait d'un miroir magique qu'embuscana. Soudain, un caillou, lancé fort adroitement, fit tomber la marchandise de ses mains. « Kobold de galeux !» hurla en se sauvant un gamin des rues, sale et les pieds nus. « Barbare ! Bouc barbu !»« Que tes tripes pourrissent, fumier d'humain !» beugla le nain. « Qu'elles pourrissent et te sortent par le cul !» Les gens se regardèrent dans un silence morose. Le quartier de l'Ormeray se trouvait dans la baie, tout au bord du lac, au milieu d'Aulnes, de saules pleureurs et bien entendu d'ormes. L'endroit ici était beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible. Personne n'achetait ni ne souhaitait acheter quoi que ce soit. Un petit vent soufflait en provenance du lac, particulièrement agréable après la puanteur étouffante et pleine de mouches de la ville. Ils n'eurent pas à chercher longtemps l'auberge chez Wirsing. Le premier passant qu'ils croisèrent leur indiqua l'établissement sans hésitation. Sur les marches du perron, envahies de pois de senteur et de rosiers sauvages, sous un auvent couvert de mousses verdoyantes et de nids d'hirondelles, étaient assis deux nains barbus qui s'enfilaient une bière, chacun tenant sa chope bien serrée contre son ventre. « Geralt, Jasquier !» s'exclama l'un des nains en rôtant gracieusement. « Vous êtes fait dessirer, sacripant !» Geralt descendit de son cheval. « Bonjour, Yarpen Zigrin. Heureux de te voir, Zoltan Chivet. » Ils étaient les seuls clients de l'auberge, qui sentaient fortement le rôti, l'ail, les épices, et autre chose encore, quelque chose d'indescriptible, mais de très agréable. Ils étaient assis à une table massive, avec vue sur le lac, à travers les petites vitres teintées de la fenêtre au croisillon de plomb. Ce dernier avait un air mystérieux, charmant et romantique. « Où est Ciri ?» demanda sans embâche Yarpen Zigrin. « Sans doute n'est-elle pas... » « Non, l'interrompit aussitôt Geralt, elle va arriver, d'un moment à l'autre. Eh bien, les barbus, quoi de neuf chez vous? Racontez-nous un peu. »« Je te l'avais pas dit ?» lança Yarpen d'un ton moqueur. « Je te l'avais pas dit, Zoltan? Il revient du bout du monde. Ou, à en croire les rumeurs, il a pataugé dans le sang, tué des dragons et renversé des empires. Et c'est à nous qu'il demande « Quoi de neuf ?» Ah, c'est tout lui, ça. « Quelle est cette odeur si appétissante ?» intervint Jasquier en reniflant. « Celle du dîner, » répondit Yarpen Zigrin. « De la viande. Demande-moi, Jasquier, où est-ce que nous avons trouvé de la viande ?»« Je ne te le demanderai pas, je connais la blague. »« Oh allez, sois pas vache. Où est-ce que vous avez trouvé de la viande ?»« Elle s'est pointée toute seule, » répondit le nain en pleurant de rire, bien que la blague fût éculée. « Non, plus sérieusement. » Yarpen s'essuia les yeux. « Avec la mangeaille, c'est la crise en ce moment. Comme ça peut l'être après une guerre. Pas moyen de trouver de la viande. Même pas de volaille avec le poisson. C'est difficile aussi. On a du mal avec la farine et les patates, les légumes. Les fermes ont été incendiées, les magasins pillés, les étangs vidés, les champs sont en friche. »« Les échanges sont au point mort, » ajouta Zoltan. « Il n'y a plus de transport. Seul fonctionne l'usure et le troc. Vous êtes passé par le marché, à côté des miséreux qui liquident et échangent les quelques biens qu'il leur reste. Les spéculateurs se font des fortunes. Si en plus de ça les récoltes sont mauvaises, cet hiver les gens vont commencer à mourir de faim. » Ça va si mal que ça? En venant du sud, tu as dû traverser des villages et des bourgs. Rappelle-toi dans combien d'entre eux tu as entendu des chiens aboyer? Par la peste, s'exclama Jasquier en se tapant sur le front. Je le savais, je te l'avais dit, Geralt, qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'y suis maintenant. On n'entendait pas de chiens. Nulle part il n'y avait... Il s'interrompit brusquement, regardant en direction de la cuisine d'où s'échappaient de bonnes odeurs d'ail et d'épices, et l'angoisse se lut sur son visage. Pas de crainte à avoir, pouffa Yarpen. Notre viande n'est pas de celle qui aboie, miaule ou crie pitié. Notre viande est tout autre. C'est de la viande digne des rois. Accouche enfin, le nain. Lorsque nous avons reçu votre lettre et qu'il devint clair que nous allions enfin nous rencontrer à Rivy,
Avec Zoltan, on s'est creusé la cervelle pour savoir comment on allait vous régaler. On a réfléchi longtemps, très longtemps. On s'est tellement creusé la cervelle que ça nous a donné envie de pisser. Alors, on allait jusqu'à l'Aulnay, près du lac. On regarde devant nous et là, on voit des escargots de vigne à profusion. Alors on a pris un grand sac et on en a attrapé ces jolis mollusques autant qu'on a pu en mettre dans le sac. Beaucoup se sont sauvés, dit Zoltan Chevet en hochant la tête. On était un tout petit peu éméchés et eux, ils étaient véloces en diable. Les deux nains se tordirent de nouveau de rire, bien que cette plaisanterie ne fût pas de la première fraîcheur non plus. Wirsing, dit Yarpen en désignant l'aubergiste qui s'affairait près du feu, s'y connaît pour préparer les escargots et la chose, il faut que vous le sachiez, exige un grand art. Il est tout de même chef cuisinier avant de devenir veuf. Il dirigeait une taverne à Maribaud avec sa femme. Sa cuisine était tellement fameuse que le roi lui-même y recevait ses hôtes. On va se régaler, je vous le dis. Mais avant, dit Zoltan en opinant de la tête, on va se manger un lavret fraîchement fumé, pêché dans les abysses sans fond de ce lac, et on va se boire un de ces verres de torboyau sortis des abysses de cette cave. Et vous allez tout nous raconter, messieurs, insista Yarpen en versant à boire à ses compagnons. Tout. Wirsing, un gaillard grisonnant, pâle et maigre comme un clou, n'ayant rien du stéréotype de l'aubergiste passé maître dans l'art culinaire, posa sur la table un panier de pain blanc et odorant, ainsi qu'une immense assiette en bois garnie d'un lit de feuilles de réfort sur lesquelles grisillaient et crépitaient dans une sauce à l'ail des escargots. Jasquier, Guéralt et les nains attaquèrent avec entrain. Le repas était exquis et plus particulièrement distrayant, étant donné qu'ils durent jongler avec de drôles de pincettes et de fourchettes. Ils mangèrent, mastiquèrent, saucèrent leurs assiettes. Ils juraient de bon cœur quand, à tour de rôle, un escargot s'échappait inconsidérément de leurs pinces. Deux jeunes chatons s'en donnaient à cœur joie avec les coquilles vides, s'amusant à les faire rouler et les chasser sur le sol. Le fumet qui leur parvenait de la cuisine leur indiqua que Wirsing était en train de préparer une deuxième fournée. Yarpen Zingrin agita la main en faisant la grimace, mais il se rendait bien compte que le sorceleur n'abandonnerait pas. « Chez moi, à vrai dire, expliqua-t-il en suçant une oreille, rien de nouveau, j'ai un peu guerroyé, un peu administré aussi, parce qu'on m'a choisi comme adjoint au Starrose. J'ai fait carrière dans la politique par ailleurs, il y a beaucoup de concurrence, tandis qu'en politique, un imbécile utilise un homme corrompu pour chasser un voleur. On n'a pas de mal à y arriver. Moi, pour ma part, je suis pas doué pour la politique, fit observer Zoltan Chevet en agitant son escargot au bout de sa pince. Je vais installer une affinerie par évaporation. On va créer une société avec Figis Merluzo et Mourin Brice. Tu te souviens de Figis et de Brice, sorceleur? Pas seulement d'eux. Yazon Varda est mort près de la Yaruga, annonça laconiquement Zoltan, d'une manière stupide au cours de l'une des escarmouches. C'est bien regrettable. Et Percival Schuttenbach, le gnome, oh, lui il se porte bien. C'est un futé. Il a réussi à éviter l'enrôlement en se référant à des droits gnomes ancestraux selon lesquels, paraît-il, sa religion lui interdirait de se battre. Et ça a marché, alors que tous savaient pourtant parfaitement qu'il aurait été prêt à vendre tout ce panthéon de dieux et de déesses pour un hareng mariné. Maintenant, il possède un atelier de joaillerie à Novigrad. Tu sais, il m'a racheté mon perroquet, fait le maréchal Luda, et il a fait, Dieu voit-il, une publicité vivante. Et lui a appris à créer Diamant brillant. Et figure-toi que ça marche. Le gnome a une clientèle de tonnerre, du travail à la pelle et une bourse bien garnie. Et oui, c'est ça Novigrad, là-bas, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser l'argent. C'est pour ça aussi qu'on a l'intention de démarrer notre raffinerie là-bas. Les gens vont te repeindre ta porte avec de la merde, dit Yarpen, lancer des pierres dans tes fenêtres et te traiter de nabot pouilleux. Que tu sois un ancien combattant, que tu sois battu pour eux, ne changera rien à l'affaire. Tu seras un paria dans ton fichu Novigrad. Bon, on se débrouillera, dit gaiement Zoltan. À Mahakam, il y a trop de concurrence et trop de gars qui font de la politique.
Buvons un coup, les gars, pour Caleb Straton, pour Yazon Varda, pour Regan Dalarbeg, ajouta Yarpen en se rembrunissant. Geralt tourna la tête. Regan aussi. Oui, à Mayenne. La vieille Madame d'Alberg est restée toute seule. Ah, diable, assez parlé de ça, buvons. Et dépêchons-nous de finir ces escargots, car Wirzing nous apporte déjà la 2e fournée. Les nains desserrèrent leurs pantalons et écoutèrent Geralt leur raconter comment les aventures amoureuses de Jaskier avec la princesse se terminèrent sur l'échafaud. Le poète fit mine d'être froissé et n'ajouta aucun commentaire. Yarpen et Zoltan se tordaient de rire. Oui, oui, dit Yarpen Zigrin, l'archourire aux lèvres. Comme le dit cette vieille chanson, un homme qui peut broyer une barre de fer entre ses mains se fait tout petit devant une femme. Plusieurs merveilleux exemples de la sagesse de cet aphorisme se trouvent assemblés aujourd'hui autour de cette table. Prenons Zoltan Chivet, pour ne pas chercher bien loin. Tout à l'heure, quand il vous a raconté ce qu'il y avait de nouveau chez lui, il a omis de vous préciser qu'il se marierait bientôt, en juin. L'heureux élu s'appelle Eudora Brekekes. Breckenriggs, rectifia Zoltan distinctement en fronçant les sourcils. Je commence à en avoir assez de te corriger, Zigrin. Fais attention, car quand je commence à en avoir assez de quelque chose, ça peut aller très mal. Où aura lieu le mariage et quand exactement demanda consignant Jaskier. Je demande parce que peut-être on passera, si tu nous invites, bien sûr. Où, quand, comment, n'a encore rien décidé, ni même d'ailleurs si ça va se faire, marmotta Zoltan troublé. Yarpen anticipe les faits. On est comme qui dirait fiancé avec Eudora. Mais qui peut savoir ce qui va arriver en ces putains de temps difficiles? Autre exemple de la toute-puissance féminine, Geralt de Rive, sorceleur de son état, continua Yarpen Zigrin. Geralt fit mine d'être prise avec un escargot. Yarpen pouffa. Ayant retrouvé par miracle sa chérie, poursuivit-il, il lui permet de s'en aller loin de lui, acceptant une nouvelle séparation. Il la laisse seule, de nouveau, alors que, comme l'a très justement fait remarquer quelqu'un, les temps putains sont loin d'être des plus tranquilles, et il accepte tout bonnement, car telle est la volonté d'une certaine femme. Notre sorceleur ici, présent, fait toujours tout ce que désire la dite femme, connue sous le nom de Yennefer de Wengerberg. Et encore, s'il en tirait quelque chose, mais point du tout en vérité, comme le disait le roi Desmond en contemplant le contenu de son pot de chambre, cela dépasse l'entendement. Je propose de boire un coup et de changer de sujet, dit Geralt en levant sa timbale, un charmant sourire aux lèvres. Tout à fait d'accord, s'exclamèrent en chœur Jaskier et Zoltan. Wirzing posa sur la table une 3e écuelle, remplie d'escargots, de vignes, puis une 4e. Sans oublier bien sûr le pain et la gnôle, les convives étaient déjà bien rassasiés, il n'était guère étonnant de les voir porter des toasts de plus en plus souvent, ni que la philosophie s'invite de plus en plus fréquemment dans leurs discours. Le mal contre lequel je luttais, répéta le sorceleur, était l'incarnation des œuvres du chaos, destinées à perturber l'ordre, car là où se propage le mal, ne peut régner l'ordre. Tout ce que je pourrais construire, l'ordre est voué à s'effondrer. Au lieu d'étinceler, la petite lumière de sagesse et le frêle espoir s'éteindront. L'obscurité tombera, et elle sera pleine de crocs, de griffes et de sang. Yarpen Zigrin caressa sa barbe, rendue graisseuse par la sauce à l'ail qui avait coulé des escargots. Tout cela est très bien dit, sorceleur, reconnut-il, mais comme l'a fait remarquer le jeune Céro au roi Vidranque lors de leur premier rendez-vous galant, la chose n'est pas vilaine, mais a-t-elle quelque chose d'application pratique? Quelque application pratique? La raison d'être des sorceleurs a été ébranlée, répondit Geralt, sans le moindre sourire, car la lutte entre le bien et le mal se déroule à présent sur un autre champ de bataille, et elle est menée tout autrement. Le mal a cessé d'être chaotique. Il a cessé d'être une force aveugle et élémentaire contre laquelle devait s'élever le sorceleur, un mutant aussi meurtrier et aussi chaotique que le mal lui-même. Aujourd'hui, on gouverne le mal avec des lois, car il possède des droits. Il s'insinue dans l'esprit des traités de paix, car on a pensé à lui au moment de les rédiger. Il a vu les colons qu'on chassait vers le sud, devina Zoltan Chivray.
Pas seulement, ajouta Jasquier d'un air grave. Pas seulement. Et alors? Yarpenzingrin prit ses aises, croisa les mains sur son ventre. Chacun de nous a vu quelque chose, chacun de nous s'est mis en colère à un moment donné ou un autre. Chacun de nous, durant un temps plus ou moins long, a perdu l'appétit ou le sommeil. Ça arrive, ça arrivait, et ça arrivera encore. Tu n'en tireras pas plus de philosophie, quoi qu'il en soit, que de ces coquilles, parce qu'il n'y a rien de plus à en tirer. Qu'est-ce qui ne te convient pas, sorceleur? Qu'est-ce qui n'est pas à ton goût? Les changements que subit le monde, le développement, le progrès? Peut-être. Yarpen resta longtemps silencieux, à observer le sorceleur par-dessous ses sourcils broussailleux. Le progrès est comme un troupeau de cochons, reprit-il enfin, et c'est ainsi qu'il convient de le regarder, ainsi qu'il convient de l'apprécier. Un troupeau de cochons qui vaquent dans la basse-cour et dont on peut tirer de nombreux avantages. On peut en faire du jambonneau, du saucisson, du lard, des pieds en gelée. En bref, tout n'est pas négatif, alors inutile de faire la moue en disant que c'est de la merde partout. Ils restèrent tous silencieux quelques instants, chacun méditant en son âme et conscience diverses affaires importantes. « Il faut boire », déclara enfin Jasquier. Personne ne protesta. La voix de Yarpenzingrin s'éleva au milieu du silence. À long terme, le progrès éclairera les ténèbres. L'obscurité cédera la place à la lumière, mais pas tout de suite, et sans doute pas sans bataille. Le regard tourné vers la fenêtre, Geralt sourit à ses propres pensées et rêveries. Les ténèbres dont tu parles, fit-il observer, c'est un état d'esprit, pas de la matière. Pour lutter contre quelque chose de ce genre, il faut éduquer des sorceleurs bien différents. Il est grand temps de commencer. Acquérir de nouvelles qualifications, c'est ce que tu avais en tête ? Absolument pas. Le métier de sorceleur ne m'intéresse plus du tout. Je vais cesser mon activité. Ben voyons. Je parle le plus sérieusement du monde. J'en ai fini avec ce métier. Un long silence s'installa, interrompu par les miaulements nerveux des chatons qui se battaient à coups de griffes et se mordillaient sous la table. Fidèle aux habitudes de la race qui considère qu'un amusement sans douleur n'en est pas un. Il en a fini avec le métier de sorceleur, répéta enfin Yarpenzingrin toujours incrédule. Ha! Je ne sais pas même quoi penser, comme le déclara le roi Desmond lorsqu'il fut surpris en train de tricher aux cartes. Mais on peut supposer le pire. Jasquier, toi qui voyages avec lui, qui le fréquente depuis longtemps, manifeste-t-il d'autres signes de paranoïa? Geralt resta impassible. C'est bon, dit-il, trêve de plaisanterie, comme le dit le roi Desmond lorsqu'en plein festin, les convives commencèrent à buire et à mourir. J'ai dit ce que j'avais à dire, et maintenant, passons aux actes. Il ôta son épée, accrochée au dos de sa chaise. Voilà ton sigle, Zoltan Chivèche, je te le rends avec mes remerciements et mes salutations. Il m'a servi, il m'a aidé, il a sauvé des vies, et il en a pris aussi. Sorceleur, le nain leva la main dans un geste de refus. L'épée t'appartient, je ne te l'ai pas prêtée, je te l'ai offerte. Les cadeaux... Tais-toi, Chivet, je te rends ton épée, elle ne me sera plus utile. Ben voyons, répéta Yarpen, verse-lui un peu de vodka, Jasquier, parce qu'il radote, comme le vieux Schrader quand une pioche lui est tombée dessus à la mine. Geralt, je sais que tu es d'une nature profonde et que tu es une âme noble, mais cesse de divaguer. Comme tu peux le remarquer, ni Yennefer, ni aucune de tes concubines magiciennes ne font partie de l'auditoire. C'est nous, tes vieux amis, qui sommes devant toi. C'est pas des vieux loups de mer comme nous que tu vas raconter qu'une épée est inutile, qu'un sorceleur est inutile, que le monde c'est du n'importe quoi, et que ceci et que cela... Tu es sorceleur, et sorceleur tu resteras. Non, je ne resterai pas sorceleur, le corrigea Geralt. Sans doute serez-vous surpris, les vieux loups, mais j'en suis arrivé à la conclusion que pisser contre le vent était stupide. Que risquer sa peau pour quelqu'un était stupide. Mais si ce quelqu'un vous paie grassement en échange, et la philosophie existentialiste n'a rien à voir là-dedans. Vous ne le croirez pas, mais ma propre vie m'est soudain devenue particulièrement chère. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il serait stupide de la risquer pour défendre un étranger. Je l'avais remarqué, dit Jasquier en opinant du chef. D'un certain point de vue, c'est intelligent, de l'autre, il n'y en a pas d'autre.
Yennefer et Ciri ont-elles quelque chose à voir dans ta décision demanda Yarpen au bout d'un court instant. Effectivement, oui. Alors tout est clair, soupira le nain. À vrai dire, je ne sais pas trop comment toi, un professionnel de l'épée, tu as l'intention de te sustenter, ni comment tu comptes organiser ta vie. Je ne vois pas du tout dans le rôle d'un planteur de choux, par exemple, mais enfin quoi. Il nous faut respecter ton choix. Aubergiste, approche, s'il te plaît. Voici une épée, un cil de Mahakam qui provient des forges de Rudra en personne. C'était un cadeau. Celui à qui il a été offert n'en veut plus, et celui qui l'a offert ne peut le reprendre. Prends-le donc, toi. Fixe-le au-dessus de ta cheminée. Change le nom de l'auberge pour l'appeler à l'épée du sorceleur. Qu'au cours des soirées d'hiver circulent ici des histoires de trésors et de monstres, de guerres sanglantes, de combats acharnés, de luttes à mort, d'amour unique et d'amitié inébranlable, de courage et d'honneur. Que cette épée prédispose les auditeurs et inspire les conteurs. Et maintenant, messieurs, versez-moi de la vodka dans le récipient que voici, car je vais continuer à parler, à énoncer de profondes vérités philosophiques, y compris existentialistes. Bah ça, le sorceleur qui veut plus être sorceleur. Après, bon, vous pouvez peut-être... Dans un sens, il a tellement galéré à les retrouver que c'est pas... Comment? C'est pas que c'est pas étonnant, mais je pense que c'est... compréhensible, c'est peut-être le meilleur terme. Compréhensible qui veut... entre guillemets, passer à autre chose. Et vivre avec Yennefer et Ciri, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elles sont pas tirées d'affaire parce que là, elles sont un peu dans la merde actuellement. Et que du coup, finalement, il va peut-être falloir qu'il récupère son cil à un moment donné, quoi. Dans le silence et la dignité, ils versèrent de l'agneau dans leurs timbales. Ils se regardèrent droit dans les yeux et ils burent, avec tout autant de dignité. Yarpen Zingrin renifla, balaya les auditeurs du regard pour s'assurer qu'ils étaient suffisamment dignes et concentrés. Le progrès éclairera les ténèbres, proclama-t-il solennellement, car il est fait pour ça. Comme, pardonnez-moi la comparaison, le cul est fait pour chier. Il y aura de plus en plus de lumière. Nous aurons de moins en moins peur de l'obscurité et du mal embusqué dans son ombre. Viendra le jour, peut-être, où nous cesserons totalement de croire que dans cette obscurité, le mal est aux aguets. Nous rirons de ces peurs. Les jugerons puériles, nous en aurons honte, mais l'obscurité existera toujours, toujours. Et dans l'obscurité subsisteront le mal, les crocs et les griffes, le meurtre et le sang. C'est pourquoi nous aurons toujours, toujours besoin des sorceleurs. Ils étaient là, assis, silencieux, plongés dans leurs réflexions. Ils étaient si absorbés par leur méditation qu'ils ne prêtèrent pas attention au brouhaha qui montait de la ville et s'intensifiait, un bruit funeste de foule en colère, comme un essaim de guêpes énervées dont le bourdonnement gagnait en puissance. C'est à peine s'ils remarquèrent que sur la jetée silencieuse et déserte du lac se profilait une silhouette, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Au moment où un rugissement explosa en ville, la porte de l'auberge chez Wirzing s'ouvrit avec fracas et un jeune nain pénétra à l'intérieur. Le visage tout rouge d'avoir tant couru. Il avait du mal à reprendre son souffle. « Qu'y a-t-il » demanda Yarpen Zingrin en levant la tête. Le nain, qui ne parvenait toujours pas à reprendre sa respiration, tendit son bras en direction du centre de la ville. Il avait les yeux hagards. « Respire un grand coup, lui conseilla Zoltan Chivet, et raconte-nous ce qui se passe. » On raconta par la suite que les tragiques événements de Rivy étaient tout à fait fortuits, qu'il s'était agi d'une réaction spontanée, subite, et d'une explosion de juste colère imprévisible, née de l'animosité réciproque et de l'aversion entre les humains, les nains et les elfes. On raconta que ce n'étaient pas les humains mais les nains qui avaient attaqué les premiers, qu'un marchand nain avait agressé une jeune noble du nom de Nadia Esposito, une orpheline de guerre, et qu'il avait fait usage de la violence envers elle. Lorsque des nobles s'étaient portés au secours de leur ami, le nain avait appelé ses pairs à l'aide. De rixes en bataille, le marché tout entier fut alors pris dans la bagarre qui se transforma en boucherie, en une attaque massive des humains contre une partie du faubourg et le quartier de Lomeray, territoire occupé par de non-humains. En l'espace d'une heure à peine, depuis l'incident au marché jusqu'à l'intervention des mages, 180 personnes furent tuées,
près de la moitié des victimes étant des femmes et des enfants. La même version des faits fut relatée par le professeur Emmerich Gottschalk d'Otzenfurt dans ses travaux. Mais il en fut qui racontèrent une autre version. Quelle spontanéité, quelle explosion brusque et imprévisible, se demandait-il, quand quelques minutes à peine après l'incident sur le marché, des voitures avaient surgi au coin des rues et des armes commençaient d'être distribuées aux humains. Quelle colère subite et juste quand les meneurs de la populace, les plus bruyants et les plus actifs, s'étaient révélés être des étrangers que personne ne connaissait, arrivés à Réville, dont on ne savait où quelques jours seulement avant les événements, et qui ensuite avaient tout aussi mystérieusement disparu. Pourquoi l'armée était-elle intervenue si tardivement et si mollement au début? D'autres chercheurs, quant à eux, virent dans les incidents de Réville une provocation nilfgaardienne. Certains autres affirmèrent que tout ça était une manigance des nains eux-mêmes, qui avaient fait cause commune avec les elfes pour diffamer les humains. Parmi les théories scientifiques sérieuses se distingue un seul, particulièrement osé, d'un jeune diplômé excentrique qui, tant que l'on peut pas faire taire, affirmait qu'il n'avait jamais été question d'un complot ni d'une machination à Réville, mais d'une simple illustration concrète des tares habituelles et ô combien répandues parmi la populace locale, ignorance, xénophobie, goujaterie brutale et profond abrutissement. Puis l'affaire finit par lasser tout le monde, et l'on n'en parla plus. « À la cave !» répéta le sorceleur en écoutant avec inquiétude les cris et les rugissements de la foule qui se rapprochait rapidement. « Les nains, à la cave !» sans héroïsme stupide et inutile. « Sorceleur !» gémit Zeltan en serrant la manche de sa hache. « Je ne peux pas, ce sont mes frères qui périssent là-bas. »« À la cave !» pense à Eudora Brebrekex. « Que veux-tu qu'elle devienne veuve ? Veux-tu qu'elle devienne veuve avant d'être mariée ?» L'argument fit mouche. Les nains descendirent au sous-sol. Geralt et Jaskier en masquèrent l'entrée avec une natte de paille. Wirzing, déjà pâle d'ordinaire, était maintenant aussi blanc que le fromage frais. J'ai vu le génocide de Maribor, balbutia-t-il, les yeux tournés vers l'entrée de la cave. S'il les trouve, va à la cuisine. Jaskier aussi était pâle. Geralt n'en était pas spécialement étonné. Au rugissement uniforme et régulier qui leur parvenait jusqu'à présent, s'étaient mêlés des sons isolés, des sons à faire dresser les cheveux sur la tête. « Geralt, gémit le poète, on pourrait bien me prendre pour un elfe. »« Ne sois pas stupide. » Des nuages de fumée s'élevèrent des toits des maisons, et des fuyards surgirent des ruelles, des nains, des deux sexes. Deux d'entre eux sautèrent sans hésitation dans le lac et commencèrent à nager droit devant eux, en battant l'eau énergétiquement. Les autres se dispersèrent, une partie se dirigea vers l'auberge. La populace aussi surgit des ruelles, plus rapide que les nains. Dans cette course, la sève de tuer se révélait la plus forte. Les hurlements des gens qu'on assassinait parvenaient jusqu'aux vitres colorées des fenêtres de l'auberge et vrillaient les oreilles. Geralt sentit ses mains commencer à trembler. L'un des nains fut proprement écharpé, mis en pièces. Un autre, renversé à terre, fut transformé en quelques secondes en une masse sanglante et difforme. Une naine fut trucidée à coups de fourche et de lance. L'enfant qu'elle avait protégé jusqu'au bout piétinait, écrasé, à coups de talon. Trois autres, un nain et deux naines, couraient droit vers l'auberge, poursuivis par la foule hurlante. Geralt inspira profondément. Il se leva. Sous les regards effrayés de Jaskier et de Wirzing, il ôta de l'étagère au-dessus de la cheminée le cil de Mahakam, sorti de la forge de Rudurin en personne. « Geralt !» gémit le poète d'une voix déchirante. « C'est bon, » dit le sorceleur en se dirigeant vers la sortie. « Mais c'est vraiment la dernière fois. Que je sois damné si je mens. » Il sortit sous le vent et de là, bondit en avant, fendant d'un coup rapide un grand type en blouse de maçon qui s'apprêtait à frapper une naine avec une truelle. Il trancha la main d'un deuxième homme qui tenait une autre naine par les cheveux. Deux coups vifs en bien, il en pourfendit un troisième qui donnait des coups de pied à un nain déjà à terre. Puis il s'enfonça dans la foule, d'un pas rapide sans cesser de virevolter d'avant en arrière, l'œil constamment aux aguets. Il donnait à dessein des coups larges, à l'aveuglette, en apparence, sachant que de tels coups étaient plus sanglants que plus spectaculaires. Il ne voulait pas tuer, blesser simplement, blesser sérieusement. Un cri sauvage retentit dans la populace. « Un elfe ! Un elfe !»
Tuez l'elfe !» C'est exagéré, songea-t-il. J'assieds passe encore, mais moi, on ne peut pas en aucune façon me prendre pour un elfe. Il observa celui qui avait crié, un soldat sans doute, car il portait des bottes et une brincambine. Il s'insinuait dans la foule tel un serpent. Le soldat se protégea derrière son épieu qu'il tenait à deux mains. Juste vérifier que la musique d'après colle bien. Alors, le soldat se protégea derrière son épieu qu'il tenait à deux mains. Geralt frappa le long du manche, lui trancha les doigts. Il pivota en faisant tourner son épée. Des hurlements de douleur retentirent et du sang gicla. « Pitié, pitié !» Le jeune homme aux yeux hagards et aux cheveux en bataille tomba à genoux devant lui. « Épargnez-moi !» Geralt épargna, retint sa main et son épée, profitant de l'élan destiné à l'attaque, pour faire volte-face. Du coin de l'œil, il vit le jeune homme aux cheveux en bataille se relever. Il vit ce qu'il tenait dans les mains. Il interrompit sa rotation pour se déployer en une feinte en revers. Mais il fut gêné par la foule. L'espace d'un quart de seconde, il fut gêné par la foule. Il eut seulement le temps d'apercevoir les trois dents acérées d'une fourche qui fondait sur lui. Le feu dans l'âtre de l'immense cheminée s'était éteint. La salle était plongée dans l'obscurité. Le vent qui soufflait des montagnes siffla dans les fissures des murs. Il hurlait, faisant claquer les battants des volets de Kaer Morhen, lieu de résidence des sorceleurs. « Sacre bleu !» Eskel n'y tint plus, il se leva, ouvrit la commode. « Thé ou vodka ?»« Vodka !» répondirent à l'unisson Cohen et Geralt. « Mais bien sûr, intervint Vézimir, caché dans l'ombre, allez-y. Noyez votre stupidité dans l'alcool, fichus imbéciles. » C'était un accident, balbutia Lambert. Elle s'en sortait déjà bien avec le piafier. Ferme-la, imbécile. Je ne veux pas entendre le son de ta voix. Je te le dis, s'il arrivait quelque chose à la jeune fille... Elle va bien déjà, intervint mollement Cohen. Elle dort tranquillement, d'un sommeil profond. Elle ressentira quelques courbatures quand elle se réveillera, mais c'est tout. Elle ne se souviendra plus du tout des transes ni de ce qui s'est passé. Du moment que vous vous en souvenez, tête de bois, grogna Vézimir. Verse-moi un verre à moi aussi, Eskel. Il faut faire venir ici une magicienne. Ce qui se passe avec cette jeune fille n'est pas normal. C'est déjà la 3e fois que ça arrive. Mais c'est la première fois qu'elle parle si distinctement. Répétez-moi, encore une fois, ce qu'elle a dit, ordonna Vézimir en vidant sa coupe d'une seule traite, mot pour mot. Mot pour mot, c'est impossible, expliqua Geralt, le regard tourné vers la cheminée. Quant au sens de ces paroles, si tant est qu'il y en ait un à chercher, il tient en une phrase ou presque « Cohen et moi allons mourir, tués par des dents. Lui par 2, moi par 3. Il est assez probable que nous soyons mordus. » s'exclama Lambert. « Chacun de nous peut à tout instant être broyé par des dents. Mais si cet augure est vraiment prophétique, c'est par des monstres particulièrement édentés que vous serez tués tous les deux. Ou bien vous mourrez des suites d'une grande graine purulente sur des dents abîmées, dit Eskel assez sérieusement en hochant la tête. Sauf que nous, les sorceleurs, on ne risque pas d'avoir les dents abîmées. Je ne plaisanterai pas avec ça, à votre place, dit Vézimir. Les sorceleurs ne dirent plus rien. Le vent hurlait et sifflait à travers les murs de Kaer Morhen. Comme effrayé par ce qu'il venait de faire, le jeune homme, aux cheveux ébouriffés, lâcha le manche de sa fourche. Le sorceleur hurla de douleur malgré lui. Il se recroquevilla, vaincu par les 3 dents de la fourche qui, lorsqu'il tomba à genoux, quittèrent d'elles-mêmes son corps et glissèrent sur le pavé. Le sang jaillit de sa blessure telle une cascade. Geralt voulut se relever. Au lieu de cela, il s'affaissa sur le côté. Les sons qu'il percevait autour de lui devenaient plus diffus, sourds, comme s'il avait la tête sous l'eau. Il n'y voyait plus très bien non plus.
Tout était trouble et déformé. Il voyait, cependant, la foule partir en débandade. Il la voyait déguerpir face au renfort, face à Zoltan et Yarpen, armés d'une hache, Wirzing d'un hachoir à viande et Jasquier d'un balai. « Ne bougez pas !» voulut-il leur crier. « Où allez-vous ? Laissez-moi seul pisser contre le vent !» Mais il ne put crier quoi que ce soit. Sa voix fut étouffée par un torrent de sang. Est-ce que c'est vraiment comme ça que le sorceleur va finir ? Des années à se battre contre des monstres que personne ne pouvait affronter, abattre les meilleurs bretteurs, et il se fait tuer par un random avec une fourche ? C'est vraiment ça qui va se passer ? Pour la peine, je vais repasser sur l'autre scène. Sauvé, c'est un sorceleur quand même. Ça peut pas se terminer comme ça. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. On va changer de musique parce que j'ai vu qu'après c'est plus des scènes de bataille. Il était aux alentours de midi lorsque les magiciennes parvinrent à Rivy, apercevant au bas de la grande route la surface brillante du lac Loch Escolat, les tuiles rouges du château et les toits de la cité. « Eh bien, nous voilà arrivés, constata Yennefer. Rivy, enfin, ah, comme les destins se nouent étrangement. » Ciri, qui était très excitée depuis un certain temps, contraignit Kelpie à caracoler et à marcher au pas. Triss Merigold poussa un soupir imperceptible, du moins s'imaginait-elle qu'il était imperceptible. « Voyez-vous ça ?» s'exclama Yennefer en la transperçant du regard. « Quels sons étranges s'échappent de ta poitrine, Triss. Ciri, pars en avant. Va voir là-bas si j'y suis. » Triss détourna la tête, décidée à ne provoquer la magicienne sous aucun prétexte. Toutefois, elle n'espérait pas s'en sortir à si bon compte. Depuis un bon moment déjà, elle sentait chez Yennefer de la colère et de l'agressivité qui allaient croissant au fur et à mesure qu'elles approchaient de Rivy. « Toi, Triss, répéta Yennefer d'un ton plein de virulence, ne rougis pas, ne souris pas, ne salive pas et ne remue pas ton derrière sur ta selle. Pourquoi crois-tu que j'ai accédé à ta demande? Pourquoi crois-tu que j'ai accepté que tu viennes avec nous? Pour une rencontre voluptueuse à s'empâmer avec un ancien amant? Ciri, je t'ai demandé de chevaucher un peu en avant, laisse-nous discuter. » C'est un monologue, pas une discussion, dit Ciri avec insolence. Mais en voyant le regard violet menaçant que lui lança Yennefer, elle capitula aussitôt, siffla Kelpie et partit au galop le long de la route. « Tu ne te rends pas à un rendez-vous galant avec un amant, Triss, reprit Yennefer. Je n'ai pas cette noblesse d'âme et je ne suis pas stupide au point de te donner la possibilité de le tenter, lui. Aujourd'hui sera l'unique fois où tu te retrouveras en sa présence. Ensuite, je veillerai à ce que vous n'ayez plus jamais l'occasion, ni l'envie, de succomber à la tentation. Mais je ne me refuserai pas, pour l'heure, le plaisir doux et pervers de contempler tes lèvres frémissantes et tes mains tremblantes lorsque tu seras transpercé de son fameux regard. Il sait en effet le rôle que tu as joué et saura t'en remercier. Et moi, j'écouterai tes pardons et tes justifications bancales. Et tu sais quoi, Triss? Je m'en pâmerai de volupté. Je savais que tu ne me pardonnerais pas, grommela Triss. Je savais que tu te vengerais. Je m'y résous car je suis fautive. Mais je dois te dire une chose, Yennefer. Ne compte pas trop sur cette pamoisson. Lui s'est pardonné. Pour ce qu'on lui a fait, certes, acquiesça Yennefer en clignant des yeux. Mais il ne te pardonnera jamais ce qu'on a fait à Ciri et à moi. Peut-être, reconnut Triss en déglutissant, peut-être qu'il ne me pardonnera pas, surtout si tu t'y emploies, mais il ne se montrera certainement pas cruel, il ne s'abaissera pas à cela. Yennefer cingla son cheval de sa nagaïka. Le cheval hennit, fit un bond et rua si violemment que la magicienne vacilla sur sa selle. « Assez de cette discussion, gronda-t-elle, plus d'humilité, mégère arrogante. C'est mon homme, il est à moi, rien qu'à moi. Comprends-tu?
Tu dois cesser d'en parler, tu dois cesser d'y penser, tu dois cesser de t'émerveiller de la noblesse de son caractère, dès maintenant, tout de suite. Oh, que j'ai envie de te saisir par tes boucles rousses et de... Essaie seulement, hurla-t-il, essaie seulement, guenon, et je t'arracherai les yeux, je... Elle se tut en voyant Ciri qui filait vers elle à bride abattue dans un nuage de fumée, et elle comprit immédiatement qu'il se passait quelque chose, et elles virent tout de suite ce que c'était, avant même que Ciri parvienne jusqu'à elle. Au-dessus des chaumières du faubourg déjà proche, au-dessus des toitures et des cheminées de la cité, s'élançaient des langues de feu rouge, s'échappaient des nuages de fumée. Aux oreilles des magiciennes parvint un cri lointain, comme le bourdonnement obsédant des mouches, le vrombissement du bourdon en colère. Le cri déculpait, montait en puissance, ponctué de hurlements aigus isolés. « Par la peste, que se passe-t-il » s'interrogea Yennefer en se redressant sur ses étriers. « Une invasion ? Un incendie ?»« Geralt !» gémit soudain Ciri en devenant blanche comme un rouleau de vélin. « Geralt !»« Ciri, qu'as-tu » Ciri leva son bras et les magiciennes virent du sang couler le long de sa main. La ligne de vie. Le cercle s'est refermé, dit la jeune fille en fermant les yeux. J'ai été blessée par une épine de rose à Sheredwed, et le serpent Ouroboros a planté ses dents dans sa propre queue. J'arrive, Geralt, je viens, je ne te laisserai pas seule. Avant que l'une ou l'autre des magiciennes ait pu protester, la jeune fille avait fait demi-tour à Kelpie pour partir instantanément au grand galop. Elles eurent suffisamment de présence d'esprit pour contraindre aussitôt leur propre cheval à faire de même. Cependant, leur monture ne pouvait rivaliser avec Kelpie. « Qu'est-ce qu'il y a » hurla Yennefer contre le vent. « Que se passe-t-il » « Tu le sais bien, voyons, Octatrice, qui galopait à côté d'elle. File, Yennefer » Avant d'atteindre les habitations du faubourg, avant de croiser les premiers habitants qui fuyaient la ville, Yennefer s'était déjà fait une idée suffisamment claire de la situation pour savoir que Rivie n'était ni la cible d'un incendie, ni d'une invasion des armées ennemies, mais la scène d'un génocide organisé. Elle savait aussi ce qu'avait pressenti Ciri, vers quoi et vers qui elle se hâtait avec tant d'empressement, tout comme elle savait qu'elle ne le rattraperait pas. Aucune chance. Kelpie franchissait la foule en sautant allègrement par-dessus les gens paniqués, serrés les uns contre les autres, fauchant au passage quelques chapeaux et bonnets, tandis que les magiciennes, elles, avaient toutes les peines du monde à se frayer un chemin. C'était tout juste si certaines personnes ne passaient pas par-dessus le museau de leurs chevaux. « Ciri, attends !» Sans même avoir compris comment, elles se retrouvèrent dans le ruelle encombré d'habitants qui couraient dans tous les sens en hurlant. Yennefer aperçut au passage des corps qui gisaient dans les caniveaux. Elle vit des cadavres pendus par les pieds aux poutres et aux poteaux. Elle vit un nain allongé sur le sol à qui l'on donnait des coups de pied et des coups de bâton. Elle en vit un autre que l'on massacrait avec des tessons de bouteilles. Elle entendait les rugissements des tortionnaires, les cris et les hurlements des torturés. Elle vit la foule, munie de bâtons, se précipiter sur une femme qu'on avait jetée par la fenêtre, puis la frapper sans relâcher et en cadence. La foule grossissait, le rugissement montait. Les magiciennes avaient l'impression que la distance entre Ciri et elle avait diminué. L'obstacle suivant, qui se dressait sur la route de Kelpie, était un petit groupe de hallebardiers désorientés. Les considérant comme une simple clôture à franchir, la jument sauta allègrement par-dessus leur tête, fauchant les bords du chapelle de l'un d'entre eux. Les autres, pris de panique, se retrouvèrent assis par terre. Elles débouchèrent au grand galop sur la place, noire de monde, et envahie par la fumée. Yennefer avait compris que Ciri, indubitablement guidée par sa vision, se dirigeait vers le cœur même des événements, vers le foyer des incendies, là où la tuerie battait son plein. Car dans leur ruelle, où elle s'était engagée, la bataille faisait rage. Les nains et les elfes défendaient furieusement les barricades improvisées, luttant pour conserver des positions perdues, tombant et disparaissant sous la poussée de la populace qui s'abattait sur eux en rugissant. Ciri poussa un hurlement, se colla contre la crinière de Kelpie. Celle-ci prit son envol et franchit la barricade non pas comme un cheval, mais comme un immense oiseau noir. Yennefer s'envoça dans la cohue, pressa sa monture, bousculant plusieurs personnes,
Elle fut renversée de sa selle avant d'avoir eu le temps de pousser un cri. Elle reçut un coup dans le dos, dans les reins, à l'arrière de la tête. Elle tomba à genoux, vit un individu poilu en blouse de cordonnier qui s'apprêtait à la rouer de coups de pied. Yennefer en avait assez de ces gens qui donnaient des coups de pied. Entre ses doigts écartés apparurent des flammes bleues et crépitantes, cinglant comme un fouet les visages, les bustes et les mains des gens qui l'entouraient. Une odeur de chair brûlée se répandit. Les hurlements et les piaillements de douleur couvrirent un instant le tumulte et le vacarme. « Une sorcière elfique !» Un autre individu bondit vers elle, brandissant une hache. Yennefer dirigea ses femmes directement sur son visage. Ses globes oculaires se fendirent, bouillonnèrent et, une fois liquéfiés, s'écoulèrent le long de ses joues en crépitant. La foule se fit moins dense. Quelqu'un la saisit par le bras. Elle se secoua, prête à envoyer de nouvelles flammes. Mais c'était triste. « Sauvons-nous d'ici, Yenna. Sauvons-nous. » Et en un éclair, Yennefer se souvint. J'ai déjà entendu cette voix-là s'échapper des lèvres qui semblaient de bois, que pas une seule goutte de salive n'humidifiait, des lèvres paralysées par la peur, des lèvres que la panique faisait trembler. Je l'ai déjà entendu parler avec cette voix sur le mont Soden, alors qu'elle mourrait de peur. À présent, aussi, elle meurt de peur. Jusqu'à la fin de sa vie, elle mourra de peur, car celui qui ne brise jamais en lui la couardise sera dominé par la peur jusqu'à la fin de sa vie. On aurait dit que les doigts que Triss planta dans la manche de Yennefer étaient de fer. Au prix d'un grand effort, celle-ci se libéra de leur emprise. « Sauve-toi, si tu veux !» s'écria-t-elle. « Va te cacher derrière les jupes de ta loge. Moi, j'ai des personnes à protéger. Je ne laisserai pas Ciri seule, ni Geralt. Dégagez, canaille, hors de mon chemin, si vous tenez à votre peau. » La foule qui la séparait de son cheval s'écarta devant les éclairs qui jaillissaient des yeux et des mains de la magicienne. Yennefer secoua la tête, ébouriffant ses boucles noires. Elle avait l'air d'une furie, d'un ange exterminateur capable de châtier les mortels de son épée de feu. « Dégagez, rentrez chez vous, mufle !» hurla-t-elle en flagellant à la populace à coups de flamme. « Dégagez, ou je veux marque au fer rouge comme le bétail !» Une voix sonore et métallique s'éleva dans la foule. Une voix sonore et métallique s'éleva dans la foule. « Il n'y a qu'une seule sorcière, une seule maudite sorcière elfique. Elle est toute seule, l'autre s'est sauvée. Allez les enfants, à vos cailloux. Mort au nom humain, les sorcières au bûcher. À mort !» La première pierre siffla près de son oreille. La seconde l'atteignit au bras, la faisant chanceler. La troisième percuta son visage. Une violente douleur explosa sur son crâne, l'enveloppant tout entière d'un voile noir. Elle revint à elle, gémit de douleur. Ses bras et ses poignets étaient très douloureux. Instinctivement, elle tendit la main et tâta les épais bandages. Elle poussa un nouveau gémissement, sourd, désespéré. De regret, car il ne s'agissait pas d'un rêve, et aussi parce que ça n'avait pas marché. « Ça n'a pas marché », dit Tissaia de Vris, assis près de son lit. Yennefer avait soif. Elle souhaitait que quelqu'un au moins humidifie ses lèvres couvertes d'un dépôt visqueux, mais elle ne demanda rien, empêchée par son orgueil. « Ça n'a pas marché, » répéta Tissaia de Vris, « mais ce n'est pas ta faute de t'être donné du mal. Tu as entaillé correctement et en profondeur, c'est pour ça que je suis maintenant auprès de toi. S'il ne s'agit que d'une comédie, d'une stupide mascarade, je n'aurais pour toi que du mépris, mais tu t'es fait une entaille profonde, c'était du sérieux. » Yennefer regarda le plafond, les yeux hébétés. « Je vais m'occuper de toi, ma fille, car sans doute cela en vaut-il la peine et il va falloir un peu travailler sur toi. Oui, il va falloir travailler. Je vais non seulement devoir redresser ta colonne vertébrale et ton omoplate, mais aussi guérir ta main. En te coupant les veines, tu as coupé les tendons, et les mains d'une magicienne sont un instrument important, Yennefer. » De l'humidité sur ses lèvres, de l'eau. « Tu vivras, ton heure n'est pas encore venue. » La voix de Tissaia était impersonnelle, rationnelle, sèche même. « Lorsqu'elle viendra, tu te souviendras de ce jour. » Yennefer suça avidement le bâton, entouré d'un bandage mouillé. « Je vais m'occuper de toi, » répéta Tissaia de Vris en touchant délicatement ses cheveux. « Et maintenant, nous sommes seuls ici, sans témoin. Personne ne le verra, et moi, je ne le dirai à personne. Pleure, jeune fille,
Pleure tout ton saoul. Pleure une dernière fois. Ensuite, tu n'en auras plus le droit. Il n'y a pas de spectacle plus affreux qu'une magicienne en train de pleurer. Elle reprit conscience, expectora, cracha du sang. Quelqu'un la traînait par terre. C'était Triss. Elle l'a reconnue à son parfum. Non loin d'elle, des sabots ferrés claquaient sur le pavé. Un cri résonna. Yennefer vit un chevalier en armure, en jaquette blanche marquée d'un chevron rouge, qui rossait la foule du haut de sa selle avec un air de bœuf. Les pierres, lancées par la populace, ricochaient sur son armure et son aume. Le chevalier hennissait, regimbait, lançait des ruades. Yennefer sentait qu'elle avait la lèvre supérieure affreusement enflée. Au moins l'une de ses dents de devant était tombée ou avait été cassée, meurtrissant douloureusement sa langue. « Triss, bafouilla-t-elle, téléporte-nous loin d'ici. »« Non, Yennefer, répondit Triss d'une voix parfaitement calme et froide. « Ils vont nous tuer. »« Non, Yennefer, je ne me sauverai pas. Je ne me cacherai pas derrière les jupes de la loge, et ne crains rien. Je ne m'évanouis pas de peur comme à Soden. Cette époque est révolue dorénavant. Elle appartient au passé. » Au début de la ruelle, près de murs à demi effondrés et couverts de mousse, elles virent un monceau impressionnant, composé de compost, de fumier et de déchets. Un monceau tellement grand qu'on aurait pu dire un mont. La foule était enfin parvenue à acculer et immobiliser le chevalier et sa monture. Il fut renversé au sol avec un bruit épouvantable. Tous se mirent à ramper sur lui comme de la vermine, le recouvrant d'un tapis vivant. Triss tira Yennefer jusqu'au sommet du monceau de déchets. Une fois arrivée, elle leva ses mains en l'air. Animée d'une véritable rage, elle scanda une incantation, d'une voix si perçante que pendant une fraction de seconde, la foule se calma. « Ils vont nous tuer !» répéta Yennefer en crachant du sang. « C'est certain !» Triss interrompit son incantation l'espace d'un instant. « Aide-moi, Yennefer, aide-moi. Nous allons lancer sur eux la foudre d'Alzur. Et on en tuera bien 5 ou 6, songea Yennefer. Après quoi, les autres nous échapperont. Mais sois Triss, comme tu veux. Si toi tu ne t'enfuis pas, tu ne me verras pas non plus m'enfuir. » Elle se joignit aux incantations. Elles criaient toutes les deux à présent. La foule les observa quelques secondes, mais elle recouvra rapidement ses esprits. Des cailloux se mirent de nouveau à siffler autour des magiciennes. Une lance passa tout près de la tente de Triss. Elle ne trembla même pas. « Ça ne marche pas du tout, songea Yennefer. Notre sortilège est impuissant. Nous n'avons qu'une chance de formuler avec succès une incantation aussi difficile que la foudre d'Alzur. La voix d'Alzur, d'après ce qu'on affirme, avait la résonance d'une cloche, et lui avait la diction d'un orateur, tandis que nous piaillons et bafouillons, enchevêtrant paroles et mélodies. Elle était prête à s'interrompre, à concentrer le restant de ses forces sur une autre incantation capable de les téléporter toutes les deux, soit de régaler la populace en train de charger, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, d'un châtiment très désagréable, mais c'était inutile. Le ciel s'assombrit soudain, des nuages se formèrent au-dessus de la ville, qui fut plongée dans des obscurités de tous les diables. Un souffle froid envahit l'atmosphère. « Oula, j'ai mis Yennefer. J'ai l'impression que nous n'avons pas fait les choses à moitié. » La grêle dévastatrice de Merigold, répéta Nimue. En fait, cette appellation n'a aucune valeur officielle, le sortilège ne fut jamais enregistré, car, après Triss Merigold, nul ne réussit à le reproduire. Pour deux raisons simples, Triss avait alors les lèvres abîmées et ne parlait pas distinctement. Les mauvaises langues affirment qu'elle avait plus la gorge nouée par la peur. En l'occurrence, c'est difficile à croire, dit Conduramus en faisant la lippe. Il ne manque pas d'exemple du courage, de la bravure de la noble Triss. On la surnomme même l'impavide dans certaines chroniques. Mais je m'interrogerai sur autre chose. L'une des versions de la légende affirme que Triss n'était pas seule sur le mont de Rhévi, que Yennefer était avec elle. Nimue contemplait l'aquarelle qui représentait un mont noir, abrupt, tranchant comme un coton sur un front de nuages bleu-noir illuminés. Au sommet du mont, on distinguait la silhouette d'une femme svelte, aux bras écartés et aux cheveux en bataille. De la brume qui couvrait la surface de l'eau leur parvenait le battement régulier des rames de la barque du roi pêcheur. S'il y avait qui que ce soit là-bas avec Triss, constata la dame du lac, aucune trace n'en est restée dans la vision de l'artiste. « J'ai l'impression que nous n'y sommes pas allés de main morte, dis donc, répéta Yennefer. Fais attention, Triss. » Des nuages noirs s'étaient accumulés au-dessus de Rhévi. Des billes de glace anguleuses, des grêlons de la grosseur d'un œuf de poule,
s'abattirent instantanément sur la ville. Ils tombaient si fort qu'ils brisaient avec fracas les tuiles des maisons. Ils tombaient si drus que la placette entière fut bientôt couverte d'un épais tapis blanc. La foule se mit à s'agiter dans tous les sens. Les gens se retrouvaient à terre, ils se protégeaient la tête, rampaient les uns sous les autres, se sauvaient en se bousculant, s'agglutinant contre les portes et sous les marquises, se rencognaient contre les murs. Tous n'avaient pas cette chance. Certains restaient allongés comme des poissons inertes, sur la glace couverte de sang. La grêle cognait si fort qu'il y avait de quoi perdre l'équilibre. Elle menaçait de fissurer les boucliers magiques de Yennefer à la toute dernière seconde, que Yennefer avait, à la toute dernière seconde, réussi à créer au-dessus de leur tête. Il était inutile de tenter une autre incantation. Elles savaient qu'il était impossible de mettre fin à ce qu'elles avaient engendré. Elles avaient accidentellement déclenché un élément qui devait se défouler, libérer une force qui devait s'apaiser d'elle-même, et qui s'apaiserait bientôt. Du moins, l'espérait-elle. Il y eut un éclair, immédiatement suivi d'un grondement de tonnerre, fracassant, interminable, qui fit trembler la terre. La grêle frappait les toitures et les pavés. Des éclats de grêlons voltigeaient tout autour. Le ciel s'était un peu éclairci. Le soleil émergea d'entre les nuages, cinglant la ville de son éclat tel un fouet. Un son s'échappa de la bouche de Triss. Était-ce un sanglot? Était-ce une plainte? La grêle continua à tomber, à frapper, recouvrant la placette d'une épaisse couche de billes glacées, brillantes comme des diamants. Mais les grêlons étaient à présent moins nombreux et plus petits. Yennefer le comprit en écoutant le martèlement sur le bouclier magique. Il perdait en intensité. Puis la grêle cessa. D'un coup, brusquement, des hommes armés surgirent sur la placette. Les fers des sabots de leurs montures résonnèrent sur la glace. La populace beuglait et s'enfuyait, chassée à coups de nagaïka, frappée par les hampes des lances et le plat des épées. « Bravo, Triss !» lança Yennefer d'une voix rauque. « Je ne sais pas ce que c'était, mais tu as réussi à merveille. » « Ça valait le coup, » grailla Triss Merigold, l'héroïne du mont. « Oui, en effet, courons, Triss, car ce n'est sans doute pas fini. » C'était fini. La grêle que les magiciennes avaient fait tomber sur la ville avait refroidi les têtes brûlées. L'armée put donc se risquer à frapper et rétablir l'ordre. Jusque-là, les soldats avaient eu peur. Ils savaient ce que l'on coûtait de s'attaquer à une foule en furie. Ils avaient vu la racaille, assoiffée de sang et de meurtre, qui n'avait peur de rien et ne reculait devant rien. Le déchaînement des éléments naturels avait tout de même réfréné les élans barbares de ce monstre aux 1000 visages, et la charge des troupes avait fait le reste. Le calme retomba sur Rivie, sans les quelques 200 cadavres faussement mutilés et les dizaines d'habitations incendiées, on aurait pu penser qu'il ne s'était rien passé. Dans le quartier de Lomray, tout près du lac Escolate, où un magnifique arc-en-ciel illuminait le ciel, les saules pleureurs se reflétaient admirablement à la surface de l'eau, aussi lisse que celle d'un miroir. Les oiseaux s'étaient mis à chanter. L'air sentait bon le feuillage humide, un magnifique paysage bucolique où tout semblait irréel, même le sorceleur, gisant dans une mare de sang et auprès duquel était agenouillée Ciri. Geralt était inconscient et blanc comme un linge. Il gisait, immobile, mais lorsqu'elles arrivèrent près de lui, il se mit à tousser, expectorer, cracher du sang. Il commença à frissonner, à trembler si fort que Ciri ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Yennefer s'agenouilla près de lui. Triss vit que ses mains tremblaient. Elle-même se sentit soudain aussi faible qu'un enfant, tout devint noir devant ses yeux. Quelqu'un la soutint, l'empêcha de tomber. Elle reconnut Jaskier. Elle entendit la voix vibrante de désespoir de Ciri. « Ça ne marche pas du tout, ta magie ne le soigne en rien, Yennefer. » « Nous sommes arrivés, annonna la magicienne en remuant les lèvres avec difficulté. Nous sommes arrivés trop tard. »
Ta magie ne marche pas, répéta Ciri comme si elle ne l'entendait pas. Qu'est-ce qu'elle vaut donc, votre fameuse magie? Tu as raison, Ciri, songea Triss en sentant sa gorge se nouer. Nous savons provoquer des tempêtes de grêle, mais nous sommes incapables de repousser la mort, quoique ça a l'air plus facile en apparence. Nous avons envoyé chercher un carabin, annonça d'une voix rauque un nain qui se tenait près de Jasquier. Mais on ne le voit pas arriver. Il est trop tard pour un carabin, constata Triss, s'étonnant elle-même du calme de sa voix. Il se meurt. Geralt eut un dernier spasme, toussa et cracha du sang, puis il se raidit et se figea. En proie au désespoir, Jasquier, qui se tenait toujours triste, soupira. Le nain jura. Yennefer se mit à gémir, son visage soudain se transforma, ses traits se crispèrent et enlaidirent son visage. Il n'y a rien de plus pitoyable qu'une magicienne en train de pleurer, dit sèchement Ciri. C'est toi-même qui me l'as appris, mais toi, à présent, tu es pitoyable, vraiment pitoyable, Yennefer. Toi et ta magie qui ne sert à rien. Yennefer ne répondit pas. Tenant dans ses mains la tête inerte de Geralt, elle répéta d'une voix déchirante ses incantations. Ses paumes, ainsi que les joues et les fronts du sorceleur, étaient parcourus d'étincelles bleues, vacillantes et de flamèches tremblotantes. Triss savait combien lui coûtaient de telles incantations. Elle savait également qu'elle ne pouvait rien changer. Elle était plus que certaine que même l'intervention d'une guérisseuse spécialisée se révélerait impuissante. Il était trop tard. Les sortilèges de Yennefer ne faisaient que l'épuiser. Triss s'étonnait d'ailleurs que la magicienne aux cheveux noirs résiste si longtemps. Cela ne dura pas, car Yennefer s'interrompit au beau milieu d'une formule magique et s'affaissa sur le pavé, à côté du sorceleur. L'un des nains jura du nouveau, un autre garda la tête baissée. Jasquier, qui soutenait toujours Triss, renifla. Soudain, il se mit à faire très froid. La surface du lac se mit à fumer comme un chaudron de sorcière, se voilant de brume. Le brouillard montait rapidement, s'épaississant au-delà des eaux, se propageant par vagues sur la terre, entourant le paysage d'une blancheur laiteuse, épaisse, qui amortissait les sons, les étouffait, dissipait les formes et les silhouettes. Et moi, poursuivit lentement Ciri, toujours agenouillée sur le pavé sanglant, j'ai un jour renoncé à la force. Si n'y avais pas renoncé, j'aurais pu le sauver aujourd'hui. Je l'aurais guéri, je le sais, mais il est trop tard. J'ai renoncé, et maintenant, je ne peux rien faire. C'est comme si je l'avais tué de mes propres mains. Le silence fut interrompu, d'abord par un hennissement bruyant de Kelpie, puis par le cri étouffé de Jasquier. Tous furent frappés de stupeur. Mais non. Mais non. Mais non, mais ça peut pas se terminer comme ça. Je refuse. Ça ne peut pas se terminer comme ça, mais non. Pas après tout ça, non. Ça peut pas se... Mais ça peut pas se terminer comme ça, mais non. Geralt ne peut pas mourir, mais oui, je suis d'accord avec toi, Codrax Geralt, mais non, ça peut pas se terminer comme ça.
C'est pas possible, pas après tout ça. Pas après toutes ces aventures, toutes, tous ces actes héroïques, toutes ces personnes qu'il a sauvées, tout ce qu'il a fait, il peut pas mourir comme ça. Enfin, il peut déjà de base pas mourir, mais encore moins comme ça. C'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. C'est une blague. Il va y avoir une surprise la page d'après. C'est pas possible autrement, là. De la brume surgit une licorne blanche qui trottait avec souplesse et légèreté, tout doucement, redressant avec grâce sa tête galbée. Cela n'avait rien d'extraordinaire. Nul n'ignorait les légendes qui, toutes, donnaient des licornes la même description. S'il y avait bien une chose singulière, c'était de voir évoluer la licorne sur le lac, sans qu'aucune ondulation ne vienne en rider la surface. Revirement de situation maintenant. Mais oui, c'est ça. Des fois, je déteste les revirements de situation, mais s'il vous plaît, s'il y a un revirement de situation qu'il faut, c'est maintenant. La licorne, it's your time to shine, quoi. Jasquier poussa un gémissement, d'admiration cette fois. Triste sentit l'émotion l'envahir, l'euphorie. La licorne fit claquer ses sabots sur les pieds de la jetée, secoua sa crinière. Alors par contre, surtout la musique n'est plus appropriée. Secoua sa crinière, hennit longuement, mélodieusement. Iurukarax, dit Ciri, j'espérais bien que tu viendrais. La licorne s'approcha, hennit de nouveau, piaffa, heurta violemment le sol de son sabot. Elle inclina la tête. La corne qui saillait de son front s'enflamma soudain d'une vive lumière, d'un éclat qui dissipa instantanément le brouillard. Ciri toucha sa corne. Triss poussa un cri sourd en voyant les yeux de la jeune fille étinceler d'un éclat opalescent, en voyant son corps tout entier entouré d'une auréole ardente. Ciri ne l'entendait pas. Elle n'entendait personne. Elle tenait toujours la corne d'Iurukarax d'une main, tandis qu'elle tenait son autre main en direction du sorceleur inerte. De ses doigts jaillit un ruban de clarté scintillante et ardente comme la lave, qui flottait dans les airs. Personne n'aurait su dire combien de temps cela avait duré, car c'était irréel, comme un songe. La licorne, qui avait presque disparu dans le brouillard, de plus en plus épais, poussa un hennissement, frappa le sol de son sabot, agita à plusieurs reprises sa corne comme pour indiquer quelque chose. Triss jeta un coup d'œil. Sous la voûte formée au-dessus du lac par les branches des saules, elle distingua une forme sombre sur l'eau. C'était une barque. La licorne agita de nouveau sa corne et disparut progressivement dans la brume. Kelpie, dit Ciri, suis-la. Kelpie s'ébroua, secoua son museau, suivit docilement la licorne. On entendit pendant quelques secondes le claquement de ses sabots sur le sol, puis le bruit cessa brutalement, comme si la jument avait disparu, comme si elle s'était volatilisée, dématérialisée. La barque se trouvait juste au bord du lac. Lorsque la brume se dispersait, Triss pouvait la voir distinctement. C'était une embarcation de fortune, rudimentaire et anguleuse, comme une énorme auge de cochon. « Aidez-moi, dit Ciri. » Sa voix était assurée et décidée. Dans un premier temps, personne ne comprit ce qu'elle avait en tête, ni ce qu'elle attendait d'eux. C'est Jasquier qui saisit le premier, peut-être parce qu'il connaissait la légende. Il avait peut-être lu, un jour, l'une de ses versions poétisées. Il prit dans ses bras Yennefer, toujours inconsciente. Il s'étonna de la sentir si menue, si légère. Il aurait juré que quelqu'un l'aidait à la soulever. Il aurait juré qu'il sentait à ses côtés les épaules de Caïr. Du coin de l'œil, il perçut le mouvement fugace de la tresse blonde de Milva. Lorsqu'il déposa la magicienne dans la barque, il crut voir les mains d'Angoulême qui maintenaient l'embarcation. Les nains transportèrent le sorceleur, aidé de Triss, qui lui soutenait la tête. Yarpenzingrin cligna des yeux, car à l'espace d'une seconde, il vit les frères d'Alberg. Zoltan Chivet aurait juré qu'au moment où il déposait le sorceleur dans la barque, Caleb Straton l'avait secondé. Triss Merigold aurait mis sa tête à couper
qu'elle sentait le parfum de l'Itaniède surnommé Corail. Et l'espace de quelques secondes, elle vit au milieu du voile de brume les yeux clairs, jaune-vert, de Cohen de Carrémoren. Voilà les tours que jouait ce brouillard, cet épais brouillard du lac Escalote. C'est prêt, Ciri, dit la magicienne d'une voix sourde. Ta barque attend. Ciri repoussa les cheveux sur son front, renifla. Excuse-moi auprès des dames de Montecalvo-Tris, dit-elle. Mais il ne peut en être autrement. Je ne peux pas rester quand Geralt et Yennefer s'en vont. Je ne peux tout simplement pas. Elle devrait le comprendre. Oui, elle devrait. Adieu donc, Triss Merigold. Adieu, Jasquier. Au revoir à tous. Ciri, murmura Triss, petite sœur, permets-moi de venir avec vous. Tu ne sais pas toi-même ce que tu me demandes, Triss. Est-ce qu'un jour je te... Sûrement, l'interrompit-elle d'un ton résolu. Elle se mit un pied dans la barque qui oscilla et commença aussitôt à s'éloigner, à disparaître dans la brume. Ceux qui étaient restés sur le rivage n'entendaient pas le moindre clapotement, ne voyaient aucune vague ni aucun mouvement à la surface de l'eau, comme il ne s'agissait pas d'une barque, mais d'une apparition. Pendant encore un très court instant, ils distinguèrent la silhouette fine et floue de Ciri. Ils la virent utiliser une longue perche pour donner de l'élan et de la vitesse à la barque qui pourtant filait déjà à vive allure. Puis, il n'y eut que de la brume. Elle m'a menti, songeait Triss. Je ne la reverrai plus jamais. Je ne la verrai plus parce que... Vaes dirait Egan. Quelque chose s'achève. Quelque chose s'achève, dit Jasquier d'une voix altérée. Quelque chose commence, enchaîna Yarpenzingrin. Quelque part dans la ville, un coq coquelina. Le brouillard se dissipa rapidement. Geralt ouvrit les yeux. Il vit un feuillage au-dessus de lui, un kaléidoscope de feuilles miroitant au soleil. Il vit des branches abondamment chargées de pommes. Il sentit des doigts effleurer délicatement sa tempe et sa joue. Des doigts qui lui étaient familiers, qu'il aimait en avoir mal. Il avait également mal au ventre, à la poitrine, aux côtes, et le bandage qui lui enserrait le torse le convainquit que la ville de Rivie et la fourche à 3 dents n'étaient pas le fruit d'un mauvais rêve. « Reste allongé, tranquillement, mon amour, » dit doucement Yennefer. « Reste tranquille, ne bouge pas. »« Où sommes-nous, Yen ? Est-ce important ? Nous sommes ensemble, toi et moi. » Les oiseaux chantaient, des verdiers ou des grives, l'air embaumait l'herbe, les plantes, les fleurs, les pommes. « Où est Ciri ? » Elle est partie. Yennefer changea de position, libéra délicatement son bras de sous la tête du sorceleur. Elle s'allongea sur l'herbe à côté de lui, de manière à pouvoir le regarder dans les yeux. Elle le regarda avidement, comme si elle voulait se rassasier de sa vue, comme si elle voulait se constituer une réserve d'images de lui pour l'éternité. Lui aussi le regardait, et la mélancolie lui étreignit la gorge. Nous étions avec Ciri sur la barque, se rappela-t-il, sur le lac, puis sur une rivière au courant puissant, dans le brouillard. Il trouva la main de Yennefer et la serra fortement. « Reste allongé tranquillement, mon amour, reste tranquille. Je suis auprès de toi. Ce n'est pas important ce qui s'est passé. Ce n'est pas important où nous étions. Maintenant je suis là, et je ne te quitterai plus jamais, plus jamais. » « Je t'aime, Yen. Je sais. Néanmoins, j'aimerais savoir où nous sommes. » soupira-t-il. Yennefer resta silencieuse. « Moi aussi, » dit-elle enfin tout doucement. « Let's go. Let's go, il n'est pas mort. Let's go. Let's go. » On sait pas où il est, mais let's go, il n'est pas mort. Nya. Ah. Je commençais à me sentir mal, j'étais putain. Et je vais terminer le dernier chapitre, je vais être dépressif parce que Geralt il est mort. Ça va. Ah putain, la frayeur. Mais ne nous refais pas ça, Sapkowski. Ne nous fais pas 10 pages de Geralt qui est mort pour au final, bon, il est vivant dans un monde qu'on connaît pas, mais déjà il est en vie. Ouf. Alors c'est un autre revirement de situation où en fait il est au paradis et il est mort vraiment. Je rage-quitte l'histoire, je rage-quitte le live.
Et putain, let's go. Let's go. Il est pas mort. Ah, ça fait du bien. Ah, ça m'a remotivé pour les dernières pages, pour le coup. Je vais pouvoir les lire avec encore plus d'entrain. Et c'est la fin de l'histoire ? Demanda Galad au bout d'un instant. Bien sûr que non, protesta Ciri en frottant ses pieds l'un contre l'autre pour faire tomber le sable qui s'y était émissé entre ses orteils. Tu voudrais que l'histoire se termine ainsi ? Pas moi. Alors que s'est-il passé ensuite ? C'est simple, s'exclama-t-elle. Ils se marièrent. Raconte. Bah, qu'est-ce qu'il y a à raconter ? Ce fut un mariage en grande pompe. Ils vinrent tous, Jaskier, la mère Nénéké. Si Jaskier vient se dire qu'il est vraiment revu la vie. Let's go. Jaskier, la mère Nénéké, Ayola, Yornid, Yarpenzigrin, Vézimir, Eskel, Cohen, Milva, Angoulême et mamie seule. Et moi aussi j'y étais. J'ai bu de l'hydromel et du vin, et eux, c'est-à-dire Geralt et Yennefer, eurent ensuite leur propre maison. C'est un peu bizarre quand même. Et eux, c'est-à-dire Geralt et Yennefer, eurent ensuite leur propre maison et vécurent heureux, très très heureux. C'est ainsi que ça se passe dans les contes de fées, tu comprends ? Je sens qu'il y a une couille qui va nous arriver dessus pour la dernière. Je sens qu'il y a une grosse couille qui nous arrive dessus, vous êtes prêts ? Et eux, c'est-à-dire Geralt et Yennefer, eurent ensuite leur propre maison et vécurent heureux, très très heureux. C'est ainsi que ça se passe dans les contes de fées, tu comprends ? Pourquoi pleures-tu, ô dame du lac ? Je ne pleure pas du tout, c'est à cause du vent, c'est tout. Ils restèrent longtemps silencieux, admirant le globe ardent du soleil rougeoyant qui effleurait les cimes des montagnes. En réalité, dit Galad, rompant le silence, c'était une histoire tout à fait étrange, oui, tout à fait étrange. Le monde d'où tu viens, dame Ciri, est véritablement stupéfiant. Ciri renifla bruyamment. Oui, reprit Galad en toussant à plusieurs reprises, quelque peu dépité par son silence. Mais chez nous aussi, des aventures surprenantes peuvent se produire. Ne serait-ce par exemple que ce qui est arrivé à Sir Gauvin avec le Chevalier Vert, ou à mon oncle Sir Bors, ou Sir Tristan. Et que donc, dame Ciri, Sir Bors et Sir Tristan se déplaçaient un jour vers l'ouest, vers Tintagel. Le retour du crossover. Leur route passait par des bois sauvages et dangereux. Ils vont leur chemin, ils avancent, regardent et voient soudain une biche blanche, à côté d'elle une femme, tout de noir vêtue, d'un noir plus noir que le charbon, et d'une beauté telle qu'il était impossible de trouver plus belle dans le monde entier, sauf peut-être la reine Guenièvre. Cette dame, qui se tenait près de la biche, donc, vit nos deux chevaliers. Elle tendit la main et leur parla ainsi. Galad ? Oui. Tais-toi. Il tout sauta, se récla la gorge et se tut. Ils restèrent tous deux silencieux, observant le soleil. Ils demeurèrent ainsi très longtemps. Dame du lac ? Je t'ai dit de ne pas m'appeler ainsi. Dame Ciri ? Oui. Viens avec moi à Camelot, ô dame Ciri. Tu verras, le roi Arthur te traitera avec respect. Quant à moi, je t'aimerai et t'honorerai toujours. Ne reste pas à genoux, relève-toi sur le champ, et puis non, puisque tu es là, frotte-moi les pieds, ils sont glacés, merci. Tu es mignon, j'ai dit les pieds s'arrêtent aux chevilles. Dame Ciri ? Je suis là, tu le vois bien, non ? Le soleil se couche. C'est vrai. Ciri ferma la boucle de sa chaussure, puis elle se leva. C'est long nos chevaux, Galad. Y a-t-il dans les environs un endroit où nous pourrions passer la nuit ? Ah, je vois à ton air que tu connais le terrain si bien que moi. Ce n'est pas grave, mettons-nous en route, quand bien même il faudrait dormir à la belle étoile, que ce soit un peu plus loin dans la forêt. Il y a trop de vent près du lac. Qu'est-ce que tu regardes ainsi ? Ah, devina-t-elle en le voyant rougir. Te réjouirais-tu à la perspective de dormir sous un buisson de noisier, sur un tapis de mousse, dans les bras d'une fée ? Écoute-moi bien. Jeune homme, je n'ai pas la moindre envie. Elle s'interrompit en voyant son visage rougi et ses yeux brillants. Un visage tout à fait plaisant, somme toute. Quelque chose qui n'était pas la faim serra son estomac et son ventre. Que m'arrive-t-il ? Se demanda-t-elle. Ne perds pas de temps, s'exclama-t-elle, presque en criant. Selle ton étalon. Quand ils furent enfin à cheval, elle le regarda et se mit à rire très étonné. Très fort. Étonné,
Il lui jeta un regard interrogateur. « Rien, rien, dit-elle nonchalamment. Je viens seulement de penser à quelque chose. En route, Galad. » Un tapis de mousse, songeait-elle, en se retournant de pouffer, sous un buisson de noisetiers. Et moi, dans le rôle d'une fée, eh bien. Dame Ciri ? Oui ? Viendras-tu avec moi à Camelot ? Elle tendit son bras vers lui, et lui tendit le sien. Ils unirent leurs mains, chevauchant côte à côte. Au diable, se dit-elle, pourquoi pas ? Je parierais toute ma fortune que dans ce monde aussi, il se trouvera du travail pour une sorceleuse. Parce qu'un monde qui n'aurait pas de travail pour une sorceleuse, ça n'existe pas. Dame Ciri, n'en parlons pas pour l'instant. Poursuivons notre route. Ils cheminèrent droit vers le soleil couchant, abandonnant derrière eux la vallée qui sombrait dans la nuit, abandonnant les blocs de pierre sur le rivage, les sapins sur les versants des montagnes et le lac enchanté, bleu et lisse comme un saphir taillé. Lui aussi, ils le laissèrent derrière eux, et devant eux, dès lors, ils avaient tout. Et c'est donc sur cet ensemble de retournements qu'on s'y attendait pas. Cette fin, Geralt et Yennefer, ils ont quand même plus l'air d'être, hein, ils sont quand même plus partis vers d'autres cieux, hein. Mais bon, et bah, c'est sur cette fin. Pour le coup inattendue, je m'attendais pas du tout que ça se termine comme ça pour deux des trois protagonistes. Et même je m'attendais pas du tout que ça se termine comme ça pour Ciri aussi. Et qu'on revienne avec un peu le crossover Camelot qu'il y avait au début du chapitre. Mais je ne sais pas quoi dire, je pense que c'est... ouais. La fin aura le mérite au moins il a tenté des trucs. Au moins, on peut pas lui donner autre chose. Pareil, je pensais pas que l'histoire se terminerait de la sorte. Ah mais tu m'étonnes, est-ce que tu... Non mais vraiment, mais est-ce que tu pensais quand j'ai commencé le live que Geralt et Yennefer allaient mourir tous les deux? Personne, je pense, pensait à ça. Mais... c'est quand même comme ça que ça s'est fini. En tout cas, là je m'adresse à vous sur le live, mais aussi je sais aux gens sur YouTube qui regardent le replay. Merci énormément à vous d'avoir suivi ce dernier tome de l'histoire officielle, le tome 7, de l'avoir suivi tout du long, presque chaque mercredi quand je le mettais, d'avoir toujours été là pour le regarder, que ce soit en direct sur Twitch, en replay sur YouTube, d'avoir depuis le début toujours été là pour partager l'aventure avec moi et la faire vivre avec moi, parce qu'au fur et à mesure, on a commencé au début, il n'y avait personne, au final on finit avec le nombre qu'on a aujourd'hui, donc merci énormément à vous de l'avoir suivi. J'avoue, ça fait un petit bizarre. J'ai un sentiment contrasté là déjà parce que l'histoire est finie et enfin parce que les personnages sont morts et parce que l'histoire est finie. Je regardais tout à l'heure avant de commencer le live, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai commencé le premier tome du Sorceleur et je pensais pas 3 ans après terminer au moment où je l'ai commencé dans ma chambre d'étudiant il y a 3 ans, je pensais pas être 3 ans après en tenue de sorceleur en train de vous faire toujours la lecture avec toujours plus de personnes. Donc merci énormément à vous de l'avoir suivi depuis d'avoir suivi l'aventure, que vous soyez là depuis la première fois, et je sais qu'il y en a qui sont encore là aujourd'hui et qui étaient là depuis le début, ou que vous ayez rejoint en cours de route, ou que vous soyez arrivé il y a très peu de temps. C'est pas grave, merci beaucoup à vous tout le soutien que vous avez pu apporter au fur et à mesure de cette aventure. Ça l'a vraiment, c'était vraiment une superbe expérience que au fur et à mesure on était de plus en plus nombreux, on a échangé de plein de choses, on a partagé plein d'émotions, c'était vraiment quelque chose de super, et je suis très content de l'avoir vécu avec vous, de l'avoir pu vous le faire partager avec moi. Donc j'espère vraiment de tout cœur que toute cette aventure
vous aura plu, pardon, et que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter, à la suivre avec moi que moi j'ai pris de plaisir depuis 3 ans chaque dimanche soir à vous la compter. J'ai envie de dire aussi, on a un peu grandi ensemble, alors en âge bien sûr, mais tout à l'heure je regardais avant de commencer les replays. Et c'est vrai qu'au début, c'était un micro, enfin j'étais assis dans ma chambre avec un micro pas top et je bégayais un mot sur deux. Finalement, on termine là aujourd'hui, debout, en tenue du sorceleur, à faire les combats à l'épée et tout. Donc ça a vraiment beaucoup évolué et vous avez, grâce à votre soutien, d'avoir été là à chaque fois dans les lives, de mettre des petits messages. Même si je sais que des fois vous êtes en train de vous endormir et tout, vous faites quand même l'effort et ça fait super plaisir. Pour les gens de YouTube aussi, qui ont toujours été là, mettre des petits commentaires au fur et à mesure et ça a vraiment... Enfin voilà, ça m'a vraiment, on peut dire, fait chaud au cœur et aidé à continuer cette aventure et à vouloir à chaque dimanche mettre toujours plus d'envie et de motivation dans ces lectures. Et puis voilà, ça fait bizarre, j'ai un peu l'émotion qui est en train de, qui est en train de monter là, mais en tout cas merci beaucoup, ouais, merci beaucoup à vous. Oh, la petite larme est en train de venir. Non mais merci beaucoup à vous, ça a vraiment été une superbe aventure de la vivre avec vous. Wow. Je pensais pas que trop d'émotions ce soir, disons. Non mais voilà, merci beaucoup à vous. Ça a vraiment été super comme aventure. Bien sûr, c'est pas terminé parce que, je l'ai déjà dit il y a quelques temps, mais il reste un chapitre additionnel qui se joue entre le tome 2 et le tome 3 de mémoire que bien sûr on lira ensemble et puis j'espère surtout, même si je sais que l'écrasante majorité de ceux qui sont là ce soir et qui sont là sur YouTube aussi, sont là pour les aventures du sorceleur, mais en tout cas j'espère de tout cœur que vous serez là pour les prochaines histoires, pour les prochaines aventures, parce que on a encore plein de livres à découvrir ensemble, d'histoires à se raconter ensemble et de moments à partager. Donc j'espère de tout cœur que vous serez là. Et puis merci Calendula. Et puis voilà, merci beaucoup à vous pour pardon. Merci beaucoup à vous pour cette aventure. Et puis oui, je pense que je vais m'arrêter là en tout cas pour YouTube. Merci à vous YouTube, un énorme merci encore. Et puis j'espère que je vous retrouverai pour d'autres aventures par la suite. N'hésitez pas à me suivre bien sûr sur tous les réseaux où je posterai pour toute la suite. Merci à vous YouTube et à très vite, en tout cas je l'espère. Bye bye.